Ils vont le mettre de côté et ne pas agir. Nous vivons une guerre de l'information. Pour progresser en droit international, il doit y avoir un mouvement. Les gens doivent être énervés. Cela est évident dans les campus universitaires où les étudiants, ayant vu à la télévision que le génocide se produit sous leurs yeux, manifestent. Cependant, les Nations unies et la Cour internationale de justice devraient les aider avec des mesures provisoires. Parler clairement et déclarer que ceci est un génocide et rien de moins. Speak clear language and say this is genocide and nothing less. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. Ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'un érudit exceptionnel, penseur et activiste, avec de nombreuses années d'expérience dans le système des Nations Unies, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Je parle à Dr Alfred de Zayas, professeur à l'École de diplomatie de Genève, qui a travaillé comme avocat principal dans le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il est ensuite devenu le premier expert indépendant de l'ONU sur l'ordre international, occupant ce poste de 2012 à 2018. Né à Cuba, Dr de Zayas est titulaire d'un doctorat en jurisprudence de la Harvard Law School et d'un PhD en histoire moderne de l'Université allemande de Göttingen. Dr de Zayas est également membre de l'Institut international de recherche sur la paix de Genève, où lui et son équipe travaillent actuellement sur une affaire juridique contre Ursula von der Leyen, Charles Michel et Joseph Borrell. C'est un privilège extraordinaire de vous parler, professeur de Zayas. Alors merci beaucoup d'être en ligne. Professor de Zayas, so thank you very much for coming online. Thank you, Pascal, for inviting me. And as I say, I think we are. Merci Pascal de m'avoir invité. Comme je l'ai mentionné, je crois que nous sommes tous les deux citoyens suisses. Je suis très fier d'être citoyen suisse depuis 2017. Ma femme, originaire des Pays-Bas, est également citoyenne suisse et elle occupe le poste de conseillère municipale ici en Suisse. Nous sommes bien intégrés en Suisse et croyons en la démocratie directe qui semble se perdre dans le monde. Nous n'avons manqué aucun référendum au cours des 7 années où nous avons été citoyens. J'aimerais que nous ayons des référendums aux États-Unis, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Si vous demandez aux gens s'ils veulent la paix ou la guerre, il est clair qu'ils veulent la paix. Ce sont les gouvernements et les élites. Nous savons que les élites ont peur de cela. En Suisse, nous pouvons prouver à maintes reprises que les gens votent différemment de ce que le gouvernement national voudrait réellement. Nous continuons à le faire. Je participe à ce référendum pour plus de neutralité et nous avons de bons espoirs de vraiment changer les choses. Le gouvernement écoute cela. Je me demande pourquoi d'autres pays ne veulent pas faire cela. C'est pourquoi je continue de dire que les États-Unis et l'Allemagne n'ont pas une très bonne démocratie. United States, Germany, they don't have very good democracies. They have Not democracies, period. We're oligarchies. Ils n'ont pas de démocratie, ils ont des oligarchies. Il y a aussi le phénomène de la porte tournante. Par exemple, un membre du gouvernement, une fois évincé, peut rejoindre un groupe de réflexion et recevoir un salaire énorme, comme l'a fait Victoria Nuland. Ensuite, ils peuvent retourner au gouvernement sans être responsables devant leur électorat. Ils ne sont pas responsables devant le peuple, mais devant ceux qui financent leur campagne. Aux États-Unis, les dépenses de campagne peuvent atteindre des millions de dollars. Par conséquent, à moins d'avoir un sponsor du complexe militaro-industriel financier, vous n'êtes pas élu. Il y a très peu de congressistes indépendants. Ils sont, comme je l'ai mentionné, redevables à des entreprises comme Raytheon, Lockheed Martin, Boeing et l'industrie pharmaceutique, toutes dotées d'un énorme pouvoir de lobbying. The pharmaceutical industry, which has enormous lobbies. I mean, the lobbies have completely destroyed democracy. I mean, Les lobbies ont complètement détruit la démocratie. Les États-Unis sont une honte. Il y a une dégradation de la règle de droit, tant au niveau national qu'international, car ils ne respectent pas le droit international.
En tant que citoyen américain, je trouve ça ironique lorsque notre secrétaire d'État, Anthony Blinken, parle d'un ordre international basé sur des règles. Nous en avons déjà un, c'est la Charte des Nations Unies. Le problème est que les États-Unis ne respectent pas ou n'agissent pas selon la lettre et l'esprit de la Charte. Mais vous avez des questions. According to the letter and the spirit of the charter. But you have questions. No, let's go there and let's start with this one first. Non, actually, with allons-y. international law. Commençons par les droits de l'homme, le droit international et l'actualité. Il y a environ un an, dans ce programme, j'ai parlé avec John Dugard, qui était le rapporteur spécial sur les droits de l'homme en Palestine et est un expert en droit international. Il a écrit un article complet expliquant pourquoi l'ordre international fondé sur les droits n'est pas un concept de droit international. Je pense que vous seriez d'accord avec cela. Pourquoi est-ce que l'Occident démantèle actuellement les institutions de droit international qui ont été construites depuis plus de 100 ans? The international law institutions, it has been building up for more than 100 years. Why? Well, we have been tearing down Pourquoi? Eh bien, nous avons démantelé les principes généraux les plus fondamentaux du droit. Nous avons renoncé à la bonne foi et au respect de notre parole. Pensez à ce que Bill Clinton a fait aux Russes lorsqu'il a ignoré les accords oraux contraignants entre le président George H.W. Bush et Gorbatchev, ainsi que notre secrétaire d'État, James Baker. En droit international, pour qu'il fonctionne, on ne peut pas simplement l'appliquer de manière sélective, aujourd'hui d'une manière, demain d'une autre. Un chef d'État ou un ministre des Affaires étrangères ne peut pas donner sa parole et ensuite l'ignorer le lendemain, car tout repose sur la confiance. Quand il n'y a plus de confiance, vous n'avez pas d'ordre. Vous avez le chaos. Et c'est vers cela que nous nous dirigeons. Il semble que nous ayons adopté un récit. to have a narrative. We give lip service to Nous rendons hommage aux droits de l'homme, mais nous les violons constamment. Cela donne un mauvais exemple aux démocraties émergentes en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Ces nations sont observatrices et intelligentes. Lorsqu'elles voient les États-Unis enfreindre le droit international sans conséquence, elles pensent pouvoir faire de même. L'admiration autrefois répandue pour les États-Unis en tant que phare du droit international et des droits de l'homme a diminué. Les gens en Amérique latine, en Afrique et en Asie ne croient plus en ce récit, mais Washington ne l'a pas encore réalisé. Nous continuons de vivre sous l'illusion que nous sommes toujours des leaders, mais nous avons perdu ce leadership à cause de nos propres actions. and we have lost that leadership for our own fault. Yeah. Yeah, but you know, the history of human Oui, rights. l'histoire des droits de l'homme et du droit des droits de l'homme implique de violer ces lois à plusieurs reprises. Il s'agit également de la lutte constante pour établir une forme de démocratie, des institutions ou des mécanismes qui aident à améliorer des situations terribles. Un pas en avant significatif a été la création de la Cour pénale internationale, CPI, en 2002 sous le statut de Rome. Il y avait beaucoup d'espoir que ce peut être la cause. There was a lot of hope that now you can push this thing forward. And in the last 10 days, we have seen this amazing. Au cours des 10 derniers jours, nous avons été témoins d'un moment sans précédent avec la Cour pénale internationale, CPI, sous les projecteurs. In the spotlight, and Netanyahou a publié une courte vidéo sur Twitter commentant la possible émission de mandat d'arrêt. Et 12 sénateurs américains ont écrit une lettre menaçante déclarant qu'ils réagiraient si de telles actions étaient entreprises. La CPI a déjà été politisée par le passé. Peut-être pourriez-vous expliquer pourquoi la CPI est si politisée comparée à la Cour internationale de justice, CIJ, qui semble plus indépendante. Cette récente attaque contre une Cour internationale est sans précédent, surtout si l'on considère qu'il y a juste 1 an et demi, elle était très louée pour avoir émis des mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine. Cette situation représente une dissonance cognitive significative. Putin, right? So this is such a cognitive dissonance that hurts so badly. Can you talk about that? It is shameful. La dissonance qui fait si mal est en effet éhontée. Mais bien sûr, nous sommes sans honte aux États-Unis.
Il y a quelques grands professeurs de droit international et de relations internationales, comme Richard Falk, Jeffrey Sachs et John Mearsheimer. Cependant, la plupart d'entre eux sont des carriéristes qui se sont accommodés au pouvoir. Ils savent que s'ils aspirent à quelque chose de plus élevé, ils doivent jouer le jeu. Cela a corrompu le système. Il y a 40 ans, j'écrivais des articles sur la possibilité d'une cour pénale internationale. About the possibility of an international criminal court. And I was professor in Chicago and together with J'étais professeur à Chicago, aux côtés du professeur Sharif Bassiouni à l'université de Paul, et nous avons coécrit un livre sur les droits de l'homme dans l'administration de la justice pénale. Nous étions des défenseurs de la création d'une cour pénale internationale. Bassiouni était essentiellement le rédacteur du premier statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il croyait fermement en la CPI. Il est décédé il y a environ 5 ans. Je pense qu'il serait profondément blessé et profondément déçu par ce qu'elle est devenue. Ce n'est pas seulement maintenant que les sénateurs américains et d'autres menacent la CPI. Il y a 7 ans, Trump menaçait alors la procureure Fatou Bensouda et avait même imposé des sanctions contre elle et son équipe parce qu'elle avait osé enquêter sur les crimes de l'OTAN et les crimes contre l'humanité en Afghanistan. NATO crimes and crimes against humanity in Afghanistan. And the first thing that the successor of Fatou Bensouda did. La première action entreprise par Karim Khan, le successeur de Fatou Bensouda, a été de mettre fin à l'enquête sur les crimes américains et de l'OTAN en Afghanistan. Cependant, il a poursuivi les enquêtes sur les crimes de guerre des talibans. Cela a établi un précédent à la Cour pénale internationale. Le premier chef d'État en exercice à être inculpé fut al-Bashir. Cela suit l'article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui stipule qu'il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État. Cela marque un écart par rapport aux décisions précédentes, telles que le jugement de 2002 de la Cour internationale de justice dans l'affaire du Congo contre la Belgique, où il était clairement énoncé qu'un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité totale. Quite clearly, a sitting head of state has total immunity. You cannot indict him. That changed with the Statute of Rome. Vous ne pouvez pas l'inculper. Cela a changé avec le statut de Rome. Bachir du Soudan puis Poutine ont été inculpés. Maintenant, si le tribunal échoue à émettre des inculpations contre le président Herzog, Netanyahou ou Victor Lieberman, qui ont exprimé une intention génocidaire envers la population de Gaza, alors le tribunal aura perdu la petite crédibilité qu'il avait déjà. Je vois la possibilité d'une débandade de pays quittant le statut de Rome. Cela a failli se produire en 2015, lorsque al-Bashir a assisté à une réunion de l'Union africaine en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne l'a pas arrêté, ni livré à la CPI, ce qui a irrité la CPI et les a conduits à entamer une procédure contre l'Afrique du Sud. Angry and they started a case against the South Africans. And in the end, they more or less discreetly left it. À la fin, ils se sont retirés discrètement car plusieurs États africains avaient déjà exprimé leur intention de partir en disant « Si c'est ainsi que vous jouez le jeu, au revoir ». Maintenant, si le tribunal échoue à émettre un mandat d'arrêt dans une affaire aussi claire que celle-ci, qui est bien plus claire et pire que les accusations portées contre Poutine, cela ne serait pas surprenant. Les États-Unis protesteraient, imposeraient des sanctions et appliqueraient des mesures coercitives unilatérales à tout le monde. Un tiers de la population mondiale souffre de ces mesures unilatérales imposées par les EU. Nous assistons à une rébellion ouverte des États-Unis contre le droit international. International law. That is what we are witnessing. Can you help me for a moment? Pouvez-vous m'aider un instant? Si nous comparons la CPI à la CIJ, dans la CIJ, un pays membre doit amener un autre pays devant le tribunal. Ensuite, un panel de 15 à 17 juges examine toutes les preuves et rend une décision. Comment cela fonctionne-t-il à la CPI? Pourquoi le procureur général est-il si puissant dans la prise de décision des actions du tribunal? Les membres ne peuvent-ils pas initier d'actions les uns contre les autres? Can members not initiate things against each other? Well, members certainly can.
And members had. I mean, certainly. Les membres peuvent certainement initier des actions, et ils l'ont fait. Ce n'est pas uniquement à l'initiative de Karim Khan que les affaires commencent. Il a été poussé par des pays comme l'Algérie et Djibouti à inculper Netanyahou. J'aimerais voir une vague de pays, d'États et de partis au statut de Rome exiger que la Cour inculpe Netanyahou et d'autres et agisse rapidement. Une pratique courante, à la fois de la CPI et de la CIJ, est de tergiverser, surtout lorsqu'ils appréhendent les conséquences politiques d'une affaire particulière. Ils ont tendance à retarder dans de tels scénarios. Of a particular case, they will not decide on it. And they have too much discretion, actually. Ils ont trop de discrétion et jouent un jeu. La CPI, comme je l'ai mentionné, est très corrompue. J'ai expliqué cela dans un chapitre de mon livre, L'industrie des droits de l'homme. Cela me préoccupe beaucoup, car je crois en effet au droit international et à la nécessité des Nations Unies. Si nous n'avions pas les Nations Unies, nous devrions en créer une. De même, si nous n'avions pas de Conseil des droits de l'homme, nous devrions en établir un. Il vaut mieux avoir des règles saines et règles, même si elles sont enfreintes, que de n'avoir aucune du tout. It's better to have rules, even if the rules are broken, than to have no rules at all. On the other hand, it is possible to reform the system. It is possible. D'autre part, il est possible de réformer le système. Nous pouvons imposer un engagement à tous les États pour respecter les règles et établir des conséquences en cas de non-conformité. Cependant, la Cour internationale de justice n'est pas au-dessus de toute critique. Je connais personnellement plusieurs des juges et j'ai entretenu des relations très amicales avec beaucoup d'entre eux au fil des années. Sans aucun doute, la Cour n'est pas seulement un organe judiciaire, elle est également politique. Il est inconcevable que les États-Unis nomment un juge indépendant à la Cour. Ils ont toujours nommé des juges qui suivront la ligne. Judges who will toe the line. But in her last Dans sa dernière décision concernant Israël, la juge américaine était clairement et justement du côté de ceux qui préconisaient des mesures provisoires contre Israël. on Israel. Well, but they did not issue a provisional measure ordering. Eh bien, ils n'ont pas émis de mesures provisoires ordonnant un cessez-le-feu. C'était bien sûr un compromis. Dans un organe collégial, il y a toujours, disons, des marchandages. Ils ne vont pas aussi loin qu'ils le pourraient dans des affaires qui le demandent, et cette affaire le demandait. J'étais satisfait du premier ensemble de 6 mesures provisoires. J'étais également satisfait du deuxième ensemble de mesures provisoires. L'une émise le 26 janvier et l'autre le 15 mars, que Israël a complètement ignoré et violé en toute impunité, parce que les États-Unis continuent d'émettre des vétos au Conseil de sécurité pour protéger Israël de toute critique. To shield Israel from criticism. But the essential problem with the International Court of Justice Le problème essentiel avec la Cour internationale de justice réside dans sa composition, qui est fortement pro-occidentale. Actuellement, elle comprend des membres de l'Australie, de l'Amérique, de la France, de l'Allemagne et de la Roumanie, tous issus de pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Cependant, il n'y a aucun juge en provenance de Russie, de Biélorussie, de Cuba, du Honduras, du Nicaragua ou de Colombie. from Cuba or Honduras or Nicaragua or Colombia. The fact is that you need more representation. Le fait est que nous avons besoin de plus de représentation de l'Afrique et de l'Asie. Même si un juge vient d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, s'il a été formé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il adopte probablement une mentalité proche de l'approche occidentale du droit. Il est crucial d'avoir toutes les écoles de pensée juridique représentées à la Cour internationale de justice. Actuellement, la Cour est fortement pro-occidentale, ce qui rend surprenant qu'elle adopte une décision comme elle l'a fait dans l'affaire de l'Afrique du Sud contre Israël. Cependant, je suis très déçu du refus des mesures provisoires demandées par le Nicaragua dans l'affaire du Nicaragua contre l'Allemagne. Nicaragua in the Nicaragua against Germany case. I mean, it's quite clear that Germany is Je veux dire, il est assez clair que l'Allemagne est complice du génocide.
complices non seulement en fournissant un soutien politique et d'autres formes de soutien à Israël, mais aussi en livrant des armes létales qui ont été utilisées dans le génocide. Le tribunal a affirmé sa compétence et a maintenu l'affaire sur la liste. L'Allemagne a vigoureusement soutenu que l'affaire devrait être retirée de la liste, affirmant que le tribunal n'avait pas de compétence et que l'affaire était irrecevable. Cependant, le tribunal n'a pas accepté cet argument et a maintenu l'affaire sur sa liste. Mais je m'attends à ce que l'affaire du Nicaragua contre l'Allemagne soit mise de côté et qu'il ne l'aborde probablement pas. Une fois qu'ils ont décidé de ne pas émettre de mesures provisoires, les Allemands ont indiqué qu'ils mettraient l'affaire de côté et n'agiraient pas. De plus, il y a une guerre de l'information en cours. Pour effectuer un changement dans le droit international, il doit y avoir un mouvement. Les gens doivent être indignés par les événements qui se déroulent. Cela est évident sur les campus universitaires où les étudiants, ayant vu le génocide à la télévision, protestent activement. Cependant, les Nations Unies et la Cour internationale de justice devraient les soutenir en mettant en œuvre des mesures provisoires et en déclarant sans équivoque la situation comme un génocide. Je dis toujours à mes étudiants que, en fin de compte, bien que je sois entièrement d'accord avec vous, le droit international est important. Ce que les États veulent faire ou ne pas faire compte. Ils veulent être perçus d'une certaine manière. Et donc, les normes ont un rôle à jouer. Cependant, la politique l'emportera sur le droit, car c'est la politique qui crée le droit. Ainsi, la politique est primaire. Maintenant, ce dont vous parlez concerne également la perception publique de ce qui se passe. À mon avis, et selon d'autres, nous avons assisté à la propagande la plus incessante, probablement depuis les années 1960, depuis la peur rouge. Cela a impliqué des approches pour façonner les récits publics dans les médias traditionnels, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les médias alternatifs, comme cette émission sur YouTube, sont devenus populaires. Les gens veulent une analyse alternative et réelle de ce qui se passe. Comment voyez-vous l'interaction entre le droit, la politique et la propagande médiatique? Politics and media propaganda. Eh bien, la théorie veut que la politique serve le droit, et non l'inverse. Cependant, la réalité est tout autre. Les gouvernements établissent le récit. Autrefois, les médias agissaient comme un chien de garde pour les droits humains et les droits des électeurs. Mais ce rôle a changé au cours des 40 dernières années. Les journaux indépendants ont presque tous disparu, ayant été rachetés par des conglomérats qui répondent aux intérêts gouvernementaux. Ces médias sont devenus des chambres d'écho pour le Pentagone et le département d'État. J'écrivais régulièrement en Allemagne pour le Frankfurter Allgemeine Zeitung, où je disposais de pages entières. J'ai aussi écrit de nombreux éditoriaux pour Die Welt. Die Welt. I did many op-eds in the Welt. They wouldn't touch anything of what I'm writing now. Ils ne toucheraient rien de ce que j'écris maintenant, car ils sont complètement au service, disons, de ce système oligarchique élitiste qui est en réalité bien plus puissant que tout ce que George Orwell avait imaginé dans son 84 ou Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. C'est le lavage de cerveau incessant de la population qui permet au gouvernement de s'en sortir. Bien sûr, la personne moyenne a sa femme, ses enfants, ses préoccupations. La politique internationale n'est pas la priorité pour la plupart des gens. Alors ils disent en quelque sorte, « D'accord, ils ne sont pas trop mauvais, laissons-les faire leur travail, et ils n'y pensent plus. » Ce sont les étudiants qui ont plus de temps et n'ont pas encore les responsabilités d'une famille, qui réalisent réellement que quelque chose de très mauvais se passe. Et c'est pourquoi nous manifestons. Il y a 50 ans, je manifestais déjà contre la guerre du Vietnam. Quand j'étais à Harvard, je manifestais régulièrement contre celle-ci. Bien sûr, nous étions aussi battus,
la police était déployée contre nous à plus d'une occasion. Ce que nous voyons maintenant à Harvard, Columbia, Berkeley, UCLA, Michigan et d'autres me donne espoir que les gens ont dit que cela suffisait. Nous n'allons plus tolérer cela. Nos gouvernements doivent arrêter leur complicité dans le génocide. Mais nous n'y sommes pas encore parce que les gouvernements n'écoutent pas le peuple. Comme je l'ai mentionné, ici en Suisse, nous avons des référendums. Les gens ne sont pas seulement consultés, ils sont informés. Here in Switzerland, the people are consulted. Not only consulted, they are informed. Because I've never seen in any other country, and I've been Parce que je n'ai jamais rien vu de tel dans aucun autre pays. J'ai été observateur lors de plusieurs élections, y compris en tant qu'observateur pour les Nations Unies, lors des élections présidentielles et parlementaires en Ukraine en 1994. J'ai beaucoup voyagé à travers le pays. En Suisse, vous recevez un livret qui décrit les positions de tous les partis, la position du Conseil fédéral et les enjeux, y compris les arguments pour et contre chaque question. Ensuite, vous pouvez aller en ligne, entrer vos préférences, et l'ordinateur vous indiquera avec quel parti vous êtes le plus en accord, que ce soit le Parti socialiste, le Parti du peuple, les Verts, les démocrates chrétiens ou un autre parti. The Christian Democrats or whatever. So that is here, shall we say, Nous avons donc ici un système de démocratie mature où les gens sont consultés et informés. En revanche, dans une grande partie du reste du monde, les élections ne changent pas grand-chose. Vous vous souvenez peut-être de la déclaration de Kurt Tucholsky. Si les élections changeaient quelque chose, elles seraient abolies. L'ironie est que par la simple répétition de la propagande affirmant que nous sommes une démocratie, que l'Allemagne est une démocratie et qu'Israël est une démocratie, les gens ont tendance à le croire. Cependant, lorsque les États-Unis utilisent le terme « démocratie », il fait souvent référence au National Endowment for Democracy, qui devrait être plus précisément appelé le National Endowment for Capitalism. Ainsi, la démocratie est assimilée au capitalisme, ce qui implique que les pays qui embrassent le capitalisme sont considérés comme démocratiques. countries that embrace capitalism are democratic. Countries that are a mixed bag or that Les pays qui sont un mélange ou qui acceptent seulement certains principes du capitalisme, mais pas les autres, sont considérés comme autoritaires. Diviser le monde de cette manière semble complètement infantile et primitif pour toi et moi. D'un autre côté, cela a été efficace pour maintenir la population soumise et tranquille, les empêchant de réaliser qu'ils sont constamment manipulés. Je dois dire que j'étais un grand croyant de la démocratie américaine, et il m'a fallu des décennies, pas seulement des années, pour réaliser que mes illusions n'étaient pas fondées sur des faits. Elles étaient basées sur de la propagande, ce que j'avais appris au lycée, à l'université, ce que vous lisez dans la presse et ce que vous voyez à Hollywood. and what you read in the press and what you saw in Hollywood. So the real world is totally different from that which we have. Le monde réel est très différent de ce que nous avons appris. Cependant, une fois que vous vous libérez de ces illusions et réalisez que le Père Noël n'existe pas, vous devenez réellement libéré. Au début, vous pourriez vous sentir déçu, triste et même contrarié. Mais après cela, vous avancez en tant que personne libre. Vous pouvez alors, comme l'ont dit Horace et Immanuel Kant, sapere aude, ou oser savoir. Vous avez le courage de faire confiance à vos propres convictions et d'utiliser votre propre cerveau. Vous ne dépendez plus de la pensée de groupe, ou ne vous contentez pas de répéter les absurdités que vous avez entendues sur CNN la veille. Vous avez accès à l'information, pouvez vérifier les faits des nouvelles que vous recevez, et pouvez alors former une synthèse qui est bien plus proche de la réalité. Synthesis that is far closer to reality than what we're getting. Yeah. And the interesting thing to me is Ce qui m'intéresse, c'est que la question de la démocratie versus l'autocratie n'est pas une simple dichotomie. C'est une échelle. Certains pays fonctionnent selon des principes plus démocratiques, tandis que d'autres fonctionnent selon moins de principes, ou se contentent de se masquer en démocratie. Je ne dirai jamais que le système politique chinois fonctionne de la même manière que le système politique allemand. Chinese political system
bien qu'ils puissent sembler similaires de l'extérieur, avec des institutions aux noms similaires. Cependant, sous le capot, tout fonctionne différemment. Cela est également vrai pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils fonctionnent très différemment. Si nous devions créer une échelle de bonne démocratie à mauvaise démocratie, la Suisse serait classée bien plus haut que les États-Unis ou l'Allemagne, en raison de ses problèmes de représentation. So Germany, because of this representation issue, the interesting thing to me in international politics is that La chose intéressante pour moi en politique internationale, c'est que le droit international ne se soucie pas vraiment de savoir si un pays est démocratique ou autocratique. La seule chose qui importe est s'il est reconnu par les autres. S'il l'est, alors il fait partie du club, et les discussions peuvent avancer. Dans l'ensemble, le droit international est une manière très pragmatique de structurer les relations internationales. Chaque pays veut être vu comme le bon. Personne ne veut être perçu comme violant la loi. Ils inventent tous des raisons pour justifier leurs actions comme légales. Alors, avez-vous espoir que le droit international puisse réellement nous aider à structurer notre planète de 8 milliards de manière auto-organisée? 8 billion self-organizing planet further. Well, if we win the information war, Eh bien, si nous gagnons la guerre de l'information, oui, parce que le droit international est rationnel et possède une logique à laquelle j'adhère. Ce que je n'accepte pas, ce sont les doubles standards et le droit international à la carte. Les États-Unis, dans leur pragmatisme, ou plutôt pragmatisme impérial, ne respectent pas le droit international. Ils se perçoivent comme le pays indispensable et exceptionnel, et donc au-dessus du droit international. C'est pourquoi les États-Unis ne se soumettent pas à l'arbitrage des tribunaux internationaux. Ils ont même fait une déclaration célèbre en vertu de l'article 36 du statut de la CIJ. Article 36 of the statute of the ICJ, it withdrew it after losing several cases in the ICJ. Il s'est retiré de la juridiction après avoir perdu plusieurs affaires à la CIJ, notamment l'affaire Nicaragua ces États-Unis de 1986. De plus, certains traités prévoyaient un renvoi automatique à la Cour internationale de justice, y compris la Convention sur le génocide, spécifiquement l'article 9. Cependant, lorsque les États-Unis ont finalement ratifié la Convention sur le génocide 44 ans après son adoption en 1988, sous George H.W. Bush, elle a été acceptée mais avec une réserve à l'article 9. Par conséquent, une affaire ne peut pas être automatiquement portée à la CIJ sur la question du génocide, à moins que les États-Unis ne soient d'accord, ce qui n'est généralement pas le cas. Unless the United States agrees, and of course the United States does not agree. Shall we say, the last remnant. Le dernier vestige de l'acceptation de l'arbitrage international par les États-Unis était via le protocole facultatif à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Il y avait plusieurs affaires contre les États-Unis, notamment en relation avec la peine de mort imposée aux citoyens d'autres pays. Un cas notable était l'affaire Lagrand, impliquant les frères Lagrand qui étaient allemands. Leurs parents avaient divorcé et leur mère les avait emmenés aux États-Unis. Ils n'ont pas eu une éducation adéquate et ont finalement participé à un cambriolage qui a mal tourné. Lorsque l'Allemagne a découvert que 2 de ses citoyens étaient sous le coup d'une peine de mort, elle a demandé une ordonnance provisoire à la Cour internationale de justice pour empêcher leur exécution. Bien que l'ordonnance ait été accordée, les États-Unis ont procédé aux exécutions. Par la suite, dans l'affaire Avena impliquant 51 Mexicains, la Cour a émis une autre ordonnance pour ne pas les exécuter. Mais les États-Unis ont de nouveau procédé aux exécutions. Suite à ces incidents, les États-Unis ont annoncé leur retrait des protocoles facultatifs, déclarant qu'ils ne seraient plus soumis à la juridiction de la Cour. Cette action indique une violation continue de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires par les États-Unis. And the Vienna Convention of Consular Relations. So the violation of international law is there.
but you cannot. La violation du droit international est évidente, mais elle ne peut être portée devant la Cour internationale de justice pour jugement, car les États-Unis ont retiré leur reconnaissance de l'autorité de la CIJ pour juger de tels cas. De même, les États-Unis n'acceptent aucune procédure de plainte individuelle devant le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ou le Comité contre la torture. Cela a permis aux États-Unis de commettre de graves violations, telles que les incidents de torture à Abu Ghraib et à Guantanamo, ainsi que les restitutions extraordinaires pendant l'administration de George W. Bush. Ces actions étaient particulièrement flagrantes. Hormis les critiques au Conseil des droits de l'homme, il n'existe aucun mécanisme pour condamner légalement les États-Unis dans un tribunal international. Before a tribunal. Yeah. No, but the United States is the largest superpower we've ever Les États-Unis sont la plus grande superpuissance que nous ayons jamais vue. Et de telles puissances ne se laissent souvent pas contraindre par des règles qui ne sont pas les leurs. Je comprends la logique derrière cela, mais considérez ce qui s'est passé il y a 5 ou 6 semaines. Israël a attaqué un complexe d'ambassades. Il est important de noter qu'un consulat fait partie d'un complexe d'ambassades et est protégé par la Convention de Vienne. Cette violation était flagrante. De plus, la justification selon laquelle la présence de personnel militaire d'un État ennemi en fait une cible militaire est totalement ridicule. Presque toutes les ambassades dans le monde ont des attachés militaires. Et accepter cette logique minerait complètement tout le concept d'immunité diplomatique. Si cette tendance se poursuit, que se passera-t-il ensuite? Allons-nous assister à l'érosion de la Convention de Vienne? Les États vont-ils commencer à attaquer n'importe quelle ambassade simplement parce que cela leur est stratégiquement bénéfique? Any kind of embassy I want because it hurts my enemy. Well, we need the norms. Nous avons besoin de normes. Nous devons revenir à une acceptation que ces normes sont un dénominateur commun pour la coexistence dans le monde. Sans normes, nous sommes confrontés à la perspective d'une guerre totale et permanente à travers le globe, ce que personne ne souhaite. Nous voyons ces normes être violées ouvertement, comme dans le cas de l'attaque d'Israël contre l'ambassade à Damas, en Syrie. De plus, nous avons récemment commémoré le 25e anniversaire de l'attaque illégale de l'OTAN contre Belgrade, qui ciblait la population civile de Serbie et incluait l'attaque contre l'ambassade chinoise. Lors d'une visite récente, il a spécifiquement évoqué la destruction de l'ambassade chinoise lors de sa rencontre avec le gouvernement serbe. To the destruction of the Chinese embassy in Belgrade. Les États-Unis se sont excusés et ont payé des réparations pour l'attaque contre l'ambassade à Belgrade en 1999. Cette réponse était très différente. Very different. Yeah. Well, now you have a case in the International Court of Oui. Eh bien, maintenant vous avez un cas devant la Cour internationale de justice, le cas du Mexique contre l'Équateur. Parce que l'Équateur a fait quelque chose que même pendant les horribles années des juntas militaires au Chili et en Argentine, on n'a jamais vu le gouvernement envoyer ses troupes ou sa police, forcer l'entrée d'une ambassade et kidnapper une personne qui bénéficiait de l'asile diplomatique. Sans aucun doute, l'Équateur va être solidement condamné pour avoir fait irruption dans l'ambassade du Mexique à Quito et avoir kidnappé l'ancien vice-président de l'Équateur, Jorge Glass, qui avait cherché et obtenu l'asile diplomatique dans l'ambassade. diplomatic asylum in the embassy. Now, the arguments of Les arguments du Mexique sont très clairs. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a été clairement violée par l'Équateur. De plus, l'Équateur a enfreint le traité d'amitié entre le Mexique et l'Équateur, ainsi que le droit international régional, spécifiquement la Convention de 1954 sur l'asile diplomatique. L'article 4 de la Convention sur l'asile diplomatique stipule explicitement que c'est la prérogative du pays accordant l'asile de déterminer si la personne qualifie en tant que réfugié politique méritant l'asile diplomatique. Par conséquent, le fait que l'Équateur le qualifie de criminel
ne nie pas le droit souverain du Mexique d'accorder l'asile diplomatique. Of Mexico to grant diplomatic asylum. So granting asylum is actually a humanitarian act. Accorder l'asile est un acte humanitaire. Le Mexique a choisi d'accorder l'asile diplomatique à Jorge Glass après avoir passé 2 mois à enquêter sur les allégations portées contre lui. Ils ont déterminé que les accusations étaient motivées politiquement, similaires aux accusations contre Julian Assange en Suède. Par conséquent, Glass avait le droit d'invoquer le droit d'asile en vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. La Cour internationale de justice rendra Serbaj jus fait. Cependant, cette situation indique une dégradation étendue deltum tant nationale qu'internationale. In the rule of law domestically and internationally. I see that more and more in the last few years. Je constate que cela se produit de plus en plus ces dernières années, et je me demande si c'est le dernier effort du monde capitaliste occidental pour se maintenir. Je dirais que le droit international va continuer à évoluer, mais le moteur de l'évolution du droit international ne sera plus les États-Unis ni l'Europe. Ce sera la majorité mondiale. Ce seront les penseurs en Amérique latine, en Afrique et en Asie qui prendront les devants pour établir le droit international. Et je pense que c'est nécessaire parce que nous nous sommes pris dans notre propre toile et dans notre propre monde parallèle. Nous n'agissons pas sur la base de faits et de preuves. On the basis of facts and evidence, we are still somehow lost. Nous sommes encore d'une certaine manière perdus dans notre propre idéologie et dans notre effort désespéré de ne pas perdre notre exceptionnalisme. Nous sommes incapables de réaliser que nous l'avons déjà perdu. Je veux dire, n'est-ce pas tragique? C'est comme l'une des grandes tragédies grecques. Nous avons besoin d'un Sophoclès ou d'un Euripide, ou, pour prendre le côté comique, d'un Aristophane pour écrire sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais ma préoccupation n'est pas seulement littéraire. Ma préoccupation est que nous vivons dans un monde nucléaire, avec 10 pays possédant des armes nucléaires. Les États-Unis font du sabre rattling et provoquent ce qui pourrait conduire à une erreur de calcul quelque part. There can be a miscalculation somewhere. I know of 9. Je connais 9. Quel est le 10e que vous venez d'ajouter? Eh bien, comptez-vous Israël. Je compte Israël parmi les 9. I count Israel as part of the 9. Counting Israel, En comptant Israël et la Corée du Nord, bien sûr. Non, je ne compte pas encore Téhéran. Tehran yet. I mean, Yes, Oui, le P5, n'est-ce pas? right? Là où les P5 l'ont, et le Pakistan là également. Pakistan has Pakistan it. Le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et Israël sont inclus. Suggérez-vous qu'il pourrait y avoir un 10e? Faites-vous référence à l'Iran? Iran? Well, I wouldn't put it past it. But whether it be 9 Eh bien, je ne les en croirais pas incapables. Mais que ce soit 9 ou 10, c'est extrêmement dangereux. Prenons l'idée imprudente de placer des missiles en Ukraine. Si l'OTAN tentait une frappe préventive contre la Russie, nous devons nous rappeler que le seul pays qui ait jamais utilisé des armes atomiques est les États-Unis. La Russie possède des armes atomiques depuis 70 ans et ne les a jamais utilisées. Les États-Unis, cependant, les ont utilisées à Hiroshima et Nagasaki, ce qui était certainement l'un des principaux crimes du XXe siècle. Les États-Unis continuent d'essayer de justifier cette action, qui était en effet un génocide et un crime contre l'humanité. Donc je ne vois pas la Russie initier une frappe préventive contre les États-Unis. I don't see Russia doing a preemptive strike on the United States. But the United States and the crazies in NATO are Les États-Unis et l'OTAN pourraient envisager une frappe préventive contre la Russie. Même s'ils détruisaient Saint-Pétersbourg, Moscou et Vladivostok, les océans sont remplis de sous-marins nucléaires équipés de têtes nucléaires. Si les États-Unis attaquaient la Russie, des villes comme New York, Washington, Los Angeles et San Francisco seraient dévastées. De plus, ils possèdent des missiles hypersoniques que nous n'avons pas. Dans un tel scénario, la seule action viable est de désescalader. Il est crucial de ne pas créer de situations où des erreurs ou même des bugs informatiques
potentiellement déclenchés par l'intelligence artificielle, pourraient conduire à la fin de l'humanité. By artificial intelligence, and then that's the end of humanity.